Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 février, pour commencer le journal du jour, nous allons parler de Lamine Yamal qui a eu un move sur les réseaux sociaux qui a été extrêmement commenté, mais dans cette news on ira un peu plus loin que le simple rapport des faits que vous avez sûrement vu. On va analyser aussi pourquoi c'est intéressant pour Yamal et pourquoi c'est une stratégie qui va être payante. On parlera également de Coupe de France avec le match qui opposait Strasbourg et Monaco, mais on évoquera aussi les tirages pour les quarts de finale où on a des affiches particulièrement intéressantes. Nous parlerons Mercato avec la nouvelle destination du français Sacha Boey et enfin on clôturera le journal et cette semaine en parlant de Digard, l'entraîneur du Havre et de son avenir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Yamal a la stratégie parfaite pour faire taire tous les haters et le plus paradoxal, c'est qu'en optant pour moins de communication, eh bien il fait un excellent coup de com'. Si vous n'avez pas suivi, Lamine Yamal a fait un véritable tri sur son compte Instagram. Il n'a aujourd'hui plus que 5 publications et ça rejoint une volonté plus globale que l'émission espagnole El Chiringuito a décrite comme étant de prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux et se concentrer sur le football. On lui aurait fait prendre conscience de ça. Et vous le savez, Yamal, c'est un joueur qui est extrêmement critiqué pour ses frasques dans sa vie personnelle, au-delà des terrains, et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne décision de sa part. Alors dans les faits, est-ce que ça veut dire qu'il se concentrera davantage sur le football? J'en sais rien. Moi, j'ai jamais eu aucun avis là-dessus, et je me dis qu'il faut être extrêmement méfiant, parce que Yamal y était beaucoup pointé du doigt, parce qu'il a une notoriété énorme et qui cachait pas son rythme de vie, mais ça veut pas pour autant dire que Yamal avait une vie perso plus délirante que certains joueurs dont on parle jamais, mais qui eux sont un peu plus discrets. Et en fait, c'est là où le move de Yamal est intelligent, c'est qu'il va peut-être continuer d'avoir exactement la même vie, mais il va le faire plus discrètement. Et du coup, il s'offre un petit peu de paix médiatique avec ça, parce que évidemment, quand Yamal rate un match, on le pointe du doigt, mais ce qu'avait tendance à faire certains détracteurs et supporters, c'était à chaque fois le renvoyer à ses posts Instagram, à son rythme de vie, et bien désormais, il peut servir ce storytelling réel ou fictif, mais peu importe, ça aura le même effet sur le fait qu'il est 100% focus sur le football. C'est extrêmement malin de sa part, et en plus, même en termes de visibilité, c'est un choix qui va être payant. Premier point, parce que Lamine Yamal n'a pas besoin de faire 40 stories par jour pour être visible sur les réseaux sociaux, c'est quand même une star dont le niveau footballistique suffit à lui seul pour sa notoriété, et puis ensuite, côté business, vous remarquerez peut-être que sur les 5 posts Instagram qui restent à Lamine Yamal, il y en a 4 qui concernent ses sponsors, donc même eux sont moins dilués au milieu de tout son contenu, donc c'est un truc qui est finalement plus positif. Alors on change pas la nature profonde d'une personne en seulement quelques jours, du coup il y a un petit move d'acteur dans le nettoyage de Lamine Yamal, c'est le fait de carrément avoir supprimé sa photo de profil Instagram. J'aurais dire ok mec, arrête de faire l'acteur, c'est bon, on a compris la tendance, mais en tout cas ça change pas mon avis de fond. C'est une décision qui est extrêmement intelligente, qu'elle soit la conséquence d'une vraie remise en question ou pas, finalement elle aura dans tous les cas des effets positifs pour le joueur. Que O'Neill fait du bien à Strasbourg, les regrets de voir partir Rosenior ont vite été balayés parce que les Strasbourgeois sont aujourd'hui dans une forme étincelante. On peut dire que le club retrouve son meilleur niveau et ils ont désormais éliminé l'AS Monaco de la Coupe de France, une victoire 3-1. Le club du Rocher de son côté s'enfonce encore un peu plus dans une situation délicate malgré un match qui n'était pas totalement inintéressant. Voici les compositions de cette rencontre. Enciso et Barco, homme du match, le premier double buteur, d'ailleurs son premier but, il dribble le gardien, c'est de toute beauté techniquement, et le second a illuminé la rencontre en étant un chef d'orchestre ultra pertinent qui a apporté du danger à la passe de façon hallucinante. Barco, je suis persuadé, mais je prends aucun risque en disant ça, je fais pas mon prophète ou mon scout d'élite, n'importe qui ayant vu Strasbourg vous dira la même chose, que bientôt il va valoir une fortune. C'est un joueur qui a un talent absolument immense et au cours de cette rencontre, c'est en partie lui qui fait énormément de différence. En face, du côté de Monaco, difficile de ne pas pointer du doigt Kerrer, c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur que j'ai tendance à défendre, mais au bout d'un moment, il te coûte trop d'erreurs au cours des rencontres, c'est encore le cas ici, et franchement, ça l'empêche d'être un défenseur central fiable. Or, c'est la première qualité que tu recherches à ce poste. Difficile de ne pas non plus parler d'Akliouche, c'est le genre de match où tu l'attends, c'est une grosse rencontre, c'est à élimination directe, c'est un joueur dont Monaco voulait 70 millions d'euros cet été, et cette saison, t'as juste l'impression qu'il est en perdition, et de manière générale, en fait, le problème de Monaco, c'est qu'ils ont une inefficacité devant, ils ont une inefficacité
d'efficacité derrière, donc même quand le contenu des matchs est bon, bah évidemment tu te fais sanctionner, ça fonctionne comme ça dans le foot, parce que sur le match, Monaco a pas été ridicule. Alors oui, ils ont beaucoup tiré, oui, ils ont eu la possession, mais les occasions franches étaient davantage strasbourgeoises, mais en fait en seconde mi-temps, Monaco a quand même été digne. Mais voilà, problème dans les deux surfaces, tu te fais sanctionner, un Strasbourg en pleine forme, félicitations à eux. Est-ce qu'on serait pas sur la Coupe de France la plus excitante depuis déjà pas mal d'années? On a enfin les tirages pour les quarts de finale de la compétition, les voici, et je suis désolé, je veux pas manquer de respect au Paris Saint-Germain, c'est un club qui a le droit d'être dans la compétition tous les ans comme tous les autres, mais il faut avouer que cette fois ils sont éliminés, et que ça fait du bien à une chose, le suspense, le scénario de cette Coupe de France, parce que tu sais que sinon Paris c'est le grand ogre, tu sais que sinon ça réduit tes chances de rêver, et là au contraire ça apparaît comme plus ouvert que jamais. Est-ce que ça va être l'occasion pour Lyon ou Marseille d'aller enfin chercher un titre que ces deux clubs prestigieux attendent depuis des années? Peut-être, mais il faudra pas sous-estimer les autres. Tu as Strasbourg qui vient tout juste de décrocher sa qualification et qui est dans une forme impressionnante. Reims et Lorient apparaissent comme les petits poussets, mais ils peuvent créer la surprise. Et Lens, on parle tout de même du dauphin de Ligue 1, donc c'est pas un club qui a sous-estimé, très loin de là. De mon côté, je suis pressé de voir ce que va faire l'Olympique Lyonnais. C'est à la fois le club que je vois comme étant sur la dynamique la plus positive, mais en même temps une dynamique qui commence à être un peu friable à côté de certaines autres équipes, parce que tu sens que physiquement ça tire un petit peu sur la corde. Je vous en parlais hier, Fonseca lui-même l'a dit. Alors à voir qui sera le grand favori, mais honnêtement c'est hyper ouvert, et ça me fait plaisir, d'autant plus que on a des affiches pour ces quarts de finale, mais on sait qu'on en aura pour les demi-finales également, donc le suspense sera intact jusqu'au bout. Il était décrit comme l'avenir de l'équipe de France au poste de latéral droit, la hype était totale lors de son arrivée au Bayern Munich en janvier 2024 pour 30 millions d'euros, et bien désormais Sacha Boey va retourner du côté de Galatasaray. Oui, Sacha va chasser des Pokémon là-bas plutôt qu'avoir une carrière qui explose. Alors Galatasaray a communiqué dessus, c'est pas un transfert, c'est un prêt payant à hauteur de 500 000 euros, il n'y a pas d'option d'achat, ce qui veut pas pour autant dire que si le prêt est réussi, t'auras pas la possibilité pour Galatasaray d'essayer d'acheter le joueur, mais en tout cas il n'y a rien qui a été convenu en avance, pas d'option qui est un montant fixé et encore moins d'obligation d'achat bien évidemment. Sacha Boey, c'était un joueur qui était décrit et qui peut encore être décrit à mon sens comme extrêmement prometteur, sauf que du côté du Bayern Munich ça n'a jamais pris, il n'a pas joué beaucoup, il a surtout eu une succession d'absences dues à des blessures, et forcément dans un contexte où aujourd'hui t'as Stanisic, t'as Leimer, t'as même Kimmich qui peut dépanner, tu te retrouves un petit peu limité. Reste que Sacha Boey c'est un joueur qui a seulement 25 ans, Galatasaray c'est quand même un club qui est hyper intéressant et dans lequel il peut se relancer, donc je tirerai pas un trait définitif sur son potentiel, mais peut-être qu'on l'a effectivement vu trop beau, trop vite, peut-être même que la cellule de recrutement du Bayern Munich s'est fait cette erreur, parce que 30 millions d'euros posés sur lui aujourd'hui, ça apparaît comme étant un choix perdant, étant donné qu'il est évalué à 2 fois moins. J'espère qu'il va se relancer et revenir en force, parce que finalement, des bons latéraux droits, il n'y en a pas énormément sur le marché, qui plus est des Français, donc ce serait vraiment cool qu'il retrouve le niveau qu'on lui promettait à une époque. Est-ce que vous avez vu la gigantesque hype autour de Digard? Bon, moi non, je dois bien vous l'avouer, je vais pas faire genre, mais en tout cas, il y aurait des interrogations sur son avenir, parce que le Havre est très content de ce qu'il fait avec le club, il est en fin de contrat en 2026, durant l'été, dans seulement quelques mois, il y a la volonté de prolonger, mais de son côté, Didier, il dit pop, on va peut-être calmer un petit peu le jeu, on va devoir de quoi sera fait l'avenir, parce que je suis pas sûr de vouloir continuer au hack. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les motifs de satisfaction autour de Digard sont intimement liés à ses questionnements personnels. Je m'explique. Le Havre aujourd'hui est pas hyper bien classé en Ligue 1 non plus, ils sont 15e, mais c'est conforme à l'objectif maintien, parce que finalement, du côté du Havre, on a été privé de recrutement pendant des années, t'as pu t'activer un peu dernièrement, mais tu restes extrêmement limité par tes moyens financiers, donc finalement, quand Digard va chercher une 15e place, tu te dis que le job est fait. Sauf que Digard, avoir un job fait à la 15e place et avec un objectif maintien, ça le frustre un petit peu, d'autant plus qu'il serait courtisé par certains clubs, et on se dit que oui, la demande de visibilité de Didier Digard peut s'entendre, il a peut-être envie de faire un petit peu mieux que lutter pour sa survie chaque saison, ça peut être relativement éreintant. Reste que Digard, il a débarqué au Havre en 2024, est-ce que c'est un jeune entraîneur? Reste que
Peut-être qu'au-delà des demandes qu'on voit dans la presse, peut-être qu'au-delà des courtisans hypothétiques évoqués, il n'aura pas tant de pistes que ça. Donc je suis pressé de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un entraîneur qui a réussi à solidifier la situation du Havre. Est-ce que de votre côté, vous le voyez rester là-bas? Est-ce que vous le voyez partir dans un club étranger de ventre mou de championnat? Parce qu'à mon avis, il ne pourra pas non plus viser un top club, quel que soit le championnat. Est-ce que vous le voyez en Saudi Pro League, par exemple, pour prendre un gros chèque? Dites-le moi en commentaire, moi je suis sceptique, j'attends de voir. Terminé pour le journal du jour, la vidéo de l'après-midi, un jour sur deux, à nouveau je vais pas vous faire de teasing. Par contre je peux vous avouer un truc, j'ai hésité à faire la news autour de Lamine Yamal en mode vidéo complète. C'est un conflit que j'ai parfois avec moi-même en mode est-ce que j'en fais l'ouverture du journal, est-ce que je me préserve le sujet pour en faire un sujet plein. Alors je trouvais ça dommage finalement et c'est pour ça que je l'ai calé dans le journal de tout lier à Yamal, mais tôt ou tard je vous ferai un sujet sur réseaux sociaux, football, perception des joueurs, critiques qu'on peut avoir, parce que j'ai vraiment insisté sur le fait qu'Yamal, ça sera bénéfique pour lui, qu'il soit plus sérieux ou non, ne serait-ce que parce qu'on le critique par rapport au peu qu'on voit de lui. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Sur le côté, on juge l'hygiène de vie de joueurs dont finalement on ne sait rien, et ça se trouve, les mecs les décrits comme les plus exemplaires le sont rarement. Je peux même vous dire que de ce que j'ai ici et là comme maigres petites informations, il y a des cas où c'est avéré et où l'image de saint est assez décalée de la réalité. Mais j'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, passez un bon week-end footballistique, salut!